Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde spécifique sur l'agroalimentaire. On va vous demander, si vous le voulez bien, de couper vos micros pour éviter nous sommes assez nombreux en ligne aujourd'hui. Donc, si vous pouvez, voilà, couper vos micros de manière à éviter les perturbations. Donc cette intervention fait suite aux conférences, aux interventions que nous avons eues ce matin dans l'amphithéâtre de MEDEF sur voilà, la relance de l'export, les succès à l'export organisés par Stratexio, MEDEF International, l'ADEPTA et les OSCI. Et au-delà des thèmes généraux très intéressants qu'on a pu avoir ce matin, donc nous allons maintenant voilà, regarder d'un peu plus près certains domaines d'activité, dont l'agroalimentaire. Alors, on a donc autour de moi, j'ai ben, finalement Luc Amar de la société Régilet qui est en présentiel. Et nous avons également prêt à intervenir dans les starting blocks Stéphane Irles du groupe Avril, également Éric Boitin de la CERAP, et nous attendons d'un instant à l'autre Antoine Hubert de la société Insect. Alors, finalement, ces cinq intervenants que nous sommes tous dans l'agroalimentaire, mais comme vous le verrez, avec des métiers finalement bien différents, mais une trame commune, en fait. Nous avons découvert un fil rouge au cours de nos interventions, c'est que nous sommes tous liés au domaine de la protéine. Voilà, protéine, une nourriture de base, hein. On a besoin de protéines pour faire les muscles. Voilà, important. Voilà. Donc, euh, donc, on a choisi également d'intervenir, d'être extrêmement pratique et de donner voilà, des clés sur lesquelles nous sommes, enfin, des leviers que nous avons utilisés pour le développement international de nos entreprises. On va pas faire nous ne sommes pas des théoriciens, nous sommes des praticiens, des gens du marché, des gens du terrain. Donc, on va plutôt s'appuyer sur des exemples concrets de ce qu'on a pu faire dans les entreprises et ce qu'on met en œuvre aujourd'hui avec suite à la pandémie. Alors, est-ce qu'on a changé nos stratégies? Est-ce qu'on continue? On prend les mêmes, on recommence, on évolue? Voilà, c'est un peu le but. Donc, Stéphane Irles, est-ce que vous voulez bien démarrer et nous parler du groupe Avril? Oui, alors merci. En quelques mots, donc le groupe Avril a été construit au départ pour répondre à une préoccupation, celle de la dépendance de la France vis-à-vis du continent américain en matière de protéines pour la nutrition animale. C'est dans ce cadre-là que, au départ, le groupe a développé la filière des huiles et protéines végétales pour répondre à cet objectif de moindre dépendance. Et du coup, lorsque on veut développer les protéines, on développe la filière des huiles, donc des oléagineux, puisque quand on produit un litre d'huile, c'est 1,6 kg, 1,7 kg de protéines sous forme de tourteau, de colza ou de tournesol. Et le groupe donc s'est organisé dans une logique de stratégie de filière, c'est-à-dire à organiser les débouchés pour le monde agricole et donc pour les producteurs d'huile et de protéines. C'est la raison pour laquelle on est dans plusieurs secteurs. La nutrition animale, bien évidemment, au travers de la valorisation de la protéine liée à la production d'huile notamment, mais on est dans l'huile en tant que telle, l'huile alimentaire avec le groupe Le Sieur. On est dans le développement des biocarburants à base d'huile qui valorise également les graines oléagineuses, qu'elles soient issues du tournesol ou du colza. Et quand on produit notamment du biodiesel, on coproduit de la glycérine végétale brute et donc on s'est aussi développé dans la chimie de l'huile, donc la chimie renouvelable à base d'huile. Donc vous voyez, 4 secteurs importants, une stratégie de filière, une volonté de pallier le risque de dépendance vis-à-vis notamment du continent américain en matière de protéines, le tout faisant un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros et nous employons à peu près 7600 collaborateurs. Très bien. Donc, si on se résume, en fait, donc un groupe important et qui
agit sur une stratégie de filière. C'est ça, je crois, le point fort de votre Exactement. développement international. On organise des débouchés pour que les agriculteurs puissent produire des graines oléagineuses en conséquence. Donc, c'est l'organisation de l'aval pour driver, si je puis dire, l'amont. Très bien. Donc, et avec un appui important ou une interaction importante avec les politiques agricoles publiques, hein, puisqu'on parle, Oui, on parle de grande échelle là. Hein. Oui. Effectivement, tout ce qui est dispositif réglementaire, notamment au travers Mais de la écoute, loi de finances. on en reparle. On en reparle, il n'y a pas de souci. Si tu veux effectivement on fait un zoom pour savoir exactement de quoi Vous il pouvez en couper les retourne, comment micros, ça peut s'il vous fonctionner, il n'y plaît. a pas de souci. Merci. Merci de couper vos micros, à part Stéphane. Je t'embrasse Merci. moi aussi. Bisous. Oui, Bye. ben, nous aussi, on vous embrasse, mais voilà, si vous voulez bien. C'est une table Bon, tout le monde- ronde affectueuse. C'est une table Voilà, ronde tout le monde affectueuse. s'embrasse. Tout- Exactement. Oui, il y a effectivement les sujets de politique publique sont déterminants. Vous l'avez vu, notamment dans le cadre de cette volonté actuelle hein, d'être dans un objectif de souveraineté protéinique. Hein. Donc ça, c'est un élément important. Et c'est assez intéressant de constater que nous, au départ, ça a été l'embargo américain sur le soja qui a permis le développement de cette filière. Et aujourd'hui, il y a une accélération. Vous vous souvenez, à l'issue du G7 de Biarritz, le président de la République avait fait référence à la souveraineté protéinique, mais liée à un accident climatique ou une urgence climatique, à savoir la déforestation de la forêt amazonienne, qui était liée à la production de soja pour l'importation de soja européenne ou française. Et là, l'idée, c'est effectivement d'être souverain en matière de protéines sur le territoire français ou européen, d'où des cadres publics qui favorisent hein, ce développement. Très bien, merci, merci Stéphane. On viendra ensuite, hein, quand on aura fait le tour de table sur les stratégies, on verra ensuite comment vous utilisez l'appui des pouvoirs publics ou l'appui de MEDEF ou MEDEFI ou d'autres organisations, voilà, pour vous aider un peu dans vos développements à l'export. On va rester on reste dans le domaine de la protéine, mais de la protéine végétale, on va passer à la protéine animale. Et je vais passer la parole à Luc Amar, qui travaille pour une société que tout le monde connaît. Tout le monde a dû au moins goûter une fois dans sa vie. Et espère que ça va continuer et progresser. Luc, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Donc Régilé, c'est une vieille dame hein, qui est née en 1947. Voilà, et qui est la particularité d'être une coopérative laitière. Donc l'agriculteur est propriétaire de l'entreprise. Voilà, on dépend du groupe Sodial à 50% du groupe Leita. Voilà, donc ce sont des gros groupes, mais chaque business, chaque entité est gérée, je dirais, en silo. Et donc Régilé se focalise sur la nutrition infantile, d'une part, et la nutrition adulte. Voilà, donc une petite PME qui fait un petit peu moins de 150 millions d'euros, qui est basée en Bourgogne, une région très sympathique, et qui, il y a plus d'une vingtaine d'années, s'est développée à l'export en nutrition, un petit peu moins de 20 ans, en nutrition infantile à l'export. Et culturellement, cette entreprise est une entreprise vraiment orientée B2C, très connue en France, mais peu connue à l'international. Donc c'était un petit peu l'enjeu. Voilà, et donc depuis, je dirais, une dizaine d'années, nous avons, dans le domaine du B2B dont je m'occupe, essayé de développer, je dirais, par opportunité à l'international. Et ça a très bien fonctionné. Et depuis 2-3 ans, il y a des pays où on n'arrive pas à rentrer. Pas de souci. Il y a des pays où on n'arrive pas à rentrer. Et donc là, on a vraiment fait un travail de stratégie vraiment très profond, dont on abordera le sujet tout à l'heure, pour essayer de trouver des opportunités internationales. Voilà dans les grandes lignes. Très bien, merci. Est-ce que Eric Boitin a pu nous rejoindre par visio? Eric, si tu souhaites prendre la parole, elle est à toi. Eric Boitin, qui est le président, directeur général de la CERAP, une très belle société française spécialisée dans la fabrication de tanks à lait ou d'équipements agro-industriels pour le stockage des liquides. Bon. Oui. Bon, Eric, il est là. Vous m'entendez? Vous On m'entendez? t'entend. Très bien. Bon, bonjour à C'est à tous. toi, Eric. Vas-y.
Merci de me passer la parole. Donc, je vais témoigner rapidement sur l'expérience internationale de CERAP. Donc, CERAP est une PME mayonnaise qui fabrique et qui vend des refroidisseurs de lait. Donc, ce sont des cuves réfrigérées autonomes installe dans les fermes pour refroidir le lait après la traite et qui conserve le lait à 4 degrés pour pouvoir. Je dirais, c'est le premier maillon de la chaîne du froid dans la filière laitière. Et donc, après avoir équipé la France, les fermes françaises depuis les années 80, il était nécessaire pour se développer de partir à l'international, d'abord en exportant ce qu'on fabrique en France. C'est ce que nous avons fait dans les années 80, 90 et 2000, et en poussant cet exercice aussi loin qu'on l'a pu. Et on a buté sur une limite qui était la concurrence des pays émergents. Quand on exporte dans un pays émergent en partant de l'Europe face à un fabricant d'un pays émergent avec les handicaps, taxes d'importation, coûts de transport dans des conteneurs et puis coût de la main-d'œuvre, Il y a que il des bêtises, nous. a fallu changer de paradigme. Et donc, l'étape d'après a été de s'implanter dans les pays émergents pour fabriquer et vendre dans les pays émergents. Et on a commencé par le pays qui produit le plus de lait au monde, c'est l'Inde. Donc, on a été mis en relation par le groupe Natexis avec une dame que je vois dans les participants, qui s'appelle Genzik, qui donc aide les entreprises françaises à s'implanter en Inde. Et elle nous a incubé notre filiale en Inde, qui a d'abord commencé par vendre en important des machines faites en France. Et puis ensuite à assembler sur place des morceaux de machines. Et puis finalement, maintenant, on achète de la matière première en Inde, on fabrique et on vend en Inde et on réexporte de l'Inde vers d'autres pays émergents où les prix de marché ne sont accessibles qu'en fabriquant dans un pays émergent. Et on a développé cet exercice aussi au Mexique et au Brésil. Et donc, grâce à ces trois entités implantées dans les pays émergents, et puis bien sûr notre siège social et nos usines en France. Nous avons 2 usines en France aussi. Donc maintenant, avec nos 5 usines, on arrive à vendre dans 100 pays nos refroidisseurs de lait. Et aussi dans certains pays, d'autres machines pour l'agroalimentaire, comme des cuves de vinification, des tunnels de circulation et des cuves et machines de process alimentaire. Donc voilà un peu notre démarche. C'est difficile, mais c'est à la portée d'une PME mayonnaise qui est devenue une ETI aujourd'hui avec 500 salariés. Donc, ce qu'on a réussi à le faire, je suis sûr que d'autres peuvent le faire aussi. Un petit mot peut-être sur les aides, les organismes français qui aident au déploiement à l'international. On s'est beaucoup appuyé sur l'ADEPTA, qui est une association ou qui était une association, puisqu'aujourd'hui elle est fusionnée avec MEDEF International depuis hier. Et donc, l'ADEPTA, qui a été créé il y a 40 ans, nous a beaucoup aidé à nous implanter à l'étranger. Nous avons aussi beaucoup utilisé les VIE proposés par Business France. En 12 ans, a embauché plus de 20 VIE, dont certains sont devenus aujourd'hui des directeurs de filiales à l'étranger, notamment au Mexique. Voilà donc mon témoignage. Merci d'avoir écouté. Merci Eric. Donc on voit une stratégie, ma foi, bien différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, hein, et ce qui prouve une fois de plus que si les voies du Seigneur sont impénétrables, les voies de l'export sont multiples, de l'international. Donc plusieurs méthodes, plusieurs approches, qu'on soit un très grand groupe comme Avril ou ce qui était une PME et qui est maintenant une ETI, on t'en félicite Eric. Tu as choisi plutôt voilà, une stratégie d'implantation locale pour pouvoir faire face à des concurrents locaux avec des prix locaux dans des pays difficiles. J'ai à côté de moi Antoine Hubert de la société Insect, je crois que c'est comme ça qu'on prononce Antoine. On va rester dans la protéine toujours. On a eu la protéine végétale, on a eu la protéine de lait, on a une protéine alternative maintenant. Et c'est une très belle réussite aussi d'Antoine, qui est le président et le CEO de Insect et qui va nous expliquer un peu quelle a été sa stratégie de développement international. Merci Serge, c'est bon.
C'est comme ça, ça allume. C'est rouge. C'est rouge comme ça. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Serge pour l'introduction et ravi d'être avec vous. Effectivement, on présente une nouvelle filière, les protéines d'insectes, qui sont complémentaires à ce qui se fait aujourd'hui en végétal et en animal. Nous sommes des éleveurs d'un côté, parce que nous élevons des insectes, des scarabées, dans des fermes verticales avec beaucoup de technologies embarquées. C'est beaucoup de robotique et de capteurs de data et d'intelligence artificielle, et on les transforme en ingrédients, des protéines essentiellement pour nourrir aujourd'hui les animaux carnivores, donc les poissons, saumon, truite, bar en Europe notamment, et bientôt les crevettes, et les chiens et les chats. Voilà les deux filières aujourd'hui autorisées au niveau de la Commission européenne, et très prochainement les porcs et les volailles. Et les déjections des insectes sont récupérées, ce sont d'excellents engrais qui sont bio, compatibles avec l'agriculture biologique européenne, et à qui on adresse des marchés depuis les grandes cultures, le maraîchage, la vigne, puis les consommateurs également. Nous, finalement, on n'est pas ni un grand groupe, une PME, on est une start-up qui est partie de zéro sans technologie là-bas, juste sur une vision que mes trois associés, il y a bientôt 10 ans, on fêtera nos 10 ans en fin d'année, et une start-up qui développe des nouvelles technologies, on entend souvent start-up, c'est logiciel, service. Là, on est dans l'industrie, dans l'agriculture, donc il y avait tout à inventer. À la fois dans ces technologies équipements pour produire ces insectes à grande échelle et les transformer, mais aussi structurer la filière, la réglementation. J'ai cofondé, j'étais président pendant des années de cette nouvelle interprofession des insectes qui s'appelle l'IPIF à Bruxelles. Ça a été créé aussi la demande chez les clients, montrer que les produits sont intéressants, correspondent à des besoins des clients, créer la chaîne de valeur en amont, des fournisseurs, tout ce qui est coopératif, transformateur de matières premières, où on prend des coproduits qu'on va mélanger pour faire des recettes efficaces pour nourrir nos insectes. Des équipementiers, voilà, on parlait d'équipementiers, nous aussi on a dû travailler des équipementiers historiques et certains spécialiser leurs équipements pour nos besoins. Et puis travailler avec la recherche académique, avec l'INRA, avec le CNRS, avec d'autres laboratoires dans toute l'Europe, et les centres de formation aussi pour avoir des personnes compétentes. Jusqu'à aujourd'hui, on a créé même une école des métiers à Amiens où on s'installe pour former nos opérateurs. Donc nous, pour créer ce marché, on est parti de tout petit, depuis notre incubateur et notre centre de recherche à Évry dans la région parisienne. Et puis on a fait ce qu'on appelle un scale-up technologique, d'un petit laboratoire à un pilote, un prototype, et jusqu'à une petite unité à quasi-échelle qui est dans le Jura qui tourne depuis 5 ans. Et cette unité nous a permis en fait de qualifier, de produire des produits à l'échelle avec ce qu'attendent les clients en termes de quantité, de qualité, pour qualifier cette matière première dans leurs besoins. Et ça a pris quelques années effectivement. Et aujourd'hui, on a plus de 100 millions de contrats signés avec les acteurs leaders de la production d'aliments pour poissons en Europe, mais aussi des chiens et des chats. Pareil, en Europe, on est sur le Benelux, l'Allemagne, la France essentiellement. Et puis pour les engrais, ça va de la France à l'Espagne, aussi pareil, Allemagne, Autriche et Benelux. Donc on est sur aujourd'hui un export proche, voilà, c'est France et pays limitrophes. On a une demande qui est en pleine croissance. On a pour le coup aussi commencé quand même à vendre un certain nombre de lots au Japon, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on commence à anticiper cette demande. Donc c'est un peu comme disait mon prédécesseur dans la table ronde. On commence à créer la demande par de l'export depuis notre site aujourd'hui du Jura. Et puis depuis peu, là, on a racheté une boîte aux Pays-Bas qui nous permet d'avoir un autre site qui permet aussi de produire pour les Pays-Bas et autour, et d'exporter même au-delà de l'Europe pour créer une demande dans d'autres pays et après s'installer et créer un site de production, une ferme verticale. Donc c'est ce qu'on est en train de faire déjà aux Pays-Bas, mais là aux États-Unis, où on s'implante là très concrètement, ça sera annoncé dans les prochains mois, dans le Midwest, où il y a il y a aussi un très très gros marché de l'alimentation, des chiens, des chats, des engrais, et une très forte croissance pour le saumon au Canada, aux États-Unis. Donc on a plutôt cette approche-là, et les États-Unis finalement comme finalement un peu une anecdote dans nos développements internationaux, tout a démarré par un concours qu'on a remporté de Business France qui s'appelait AgriNest, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, pour des startups dans le monde de l'agriculture et de l'alimentation qui voulaient s'intéresser à ce grand marché-là, et donc avec un séjour en Silicon Valley pendant quelques jours, comprendre le milieu des investisseurs, de la croissance rapide finalement de ces entreprises-là, et aussi les séjours dans le Midwest pour voir le milieu agricole. C'est comme ça qu'on a tissé des liens qui ont été des liens forts, qui sont maintenus avec le temps.
même si en parallèle, on s'est industrialisé, on arrive à l'échelle maintenant avec notre site majeur qui est Amiens, qui est en cours de construction, notre site vraiment vitrine. Et ben en parallèle, on a pu constituer ces discussions et arriver encore des aides récemment de Business France, des introductions d'un certain nombre d'acteurs pour avoir des collaborations sur le marché américain de manière concrète. Et en parallèle, on fait la même chose en ce moment, par exemple, avec le Japon. Donc, à chaque fois, on a tendance à travailler avec Business France. On a fait aussi l'Asie du Sud-Est pour cartographier des opportunités en Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Singapour, Philippines. Et puis, en plus, on travaille en plus avec l'agence aussi d'attractivité du pays. C'est-à-dire là, juste avant, j'étais un peu en retard, j'étais avec l'ambassadeur des Pays-Bas et avec l'agence nationale justement d'investissement des Pays-Bas pour attirer des investissements dans le cadre de notre implantation accrue aux Pays-Bas. Mais ça a fait la même chose avec le Canada, la même chose avec le Japon, avec l'agence notamment le JETRO, qui l'agence japonaise pour l'attractivité des entreprises étrangères. Donc c'est une double approche, à la fois de l'approche avec l'agence française qui nous aide à nous implanter, avec nos réseaux aussi, les réseaux professionnels, industriels, partenariaux, pôle de compétitivité, le MEDEF aussi, voilà, tous ces types de réseaux-là qui nous aident d'un côté, mais de l'autre aussi créer le lien avec les associations locales et la structure et les mouvements, on va dire, gouvernementaux ou politiques qui sont associés à l'implantation. C'est à chaque fois une double approche qu'on s'attache à faire, mais dans la même philosophie, on lance des sites là en France, aux Pays-Bas, pour l'internationalisation, enfin en créant une demande et après implantant très rapidement des nouveaux sites dans ces nouvelles contrées. Parfait. Que dire après ça? On reste béat d'admiration. Hein. Voilà. Parcours exemplaire. Hein. Qu'est-ce qu'on retient de ça? De la techno. Voilà. La France, c'est un pays technologique. Souvent, les étrangers, ils parlent français, qui sont jamais venus en France, ils pensent parfum, ils pensent mode, ils pensent gastronomie. Et quand ils arrivent en France, ils se rendent compte qu'on est un pays techno finalement. Et qu'on est un pays d'ingénieurs. Et en France, les bons élèves, ils font ingénieurs. Et ceux qui sont moins bons élèves à l'école, ils vont à l'ADEPTA. Non, je plaisante. Voilà, donc voilà, la France est un pays d'ingénieurs, la France est un pays techno. C'est une des voies. Mais bon, il suffit pas d'avoir une bonne idée. Hein. On a vu, Antoine, c'est une bonne idée, mais c'est 10 ans de tueur derrière. Et voilà, et savoir s'appuyer donc sur ce que met à notre disposition les services de Business France. On a cité également MEDEF International et bien d'autres. En 2 minutes, moi, j'aimerais parler aussi de notre expérience en tant qu'Eurogerm, donc qui est une société qui produit des ingrédients alimentaires. Toujours aussi beaucoup de protéines, mais cette fois-ci à la consommation humaine. C'est des ingrédients alimentaires qu'on retrouve essentiellement dans les produits de panification, hein, dans le pain, biscottes, gâteaux, biscuits, etc. On travaille essentiellement pour les boulangers industriels. On réalise environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% à l'export sur une centaine de pays, et on a 13 implantations à l'étranger. Donc, c'est un peu la même démarche que Éric Boitin de CERAP. Donc, on a assez vite pris la décision de s'implanter à l'étranger. À la fois, bien évidemment, pour des histoires de coûts locaux. Hein, la farine, ça n'a pas beaucoup de sens de transporter de la farine de France vers le Brésil, où elle est taxée à 60% à l'entrée. Mais également pour des raisons culturelles, parce que le pain, c'est un aliment où voilà, il faut vraiment être sur place pour comprendre exactement le besoin, le désir, l'appétence des consommateurs. C'est un produit qui n'est pas simplement alimentaire, mais qui est également culturel. Alors, au-delà de ce qui a été dit, je crois qu'on a également, nous, dans notre stratégie export et d'implantation, on s'est aussi rendu compte très vite que c'est difficile, surtout quand on est une PME, qu'on démarre et qu'on s'implante dans un pays avec peu de moyens, c'est difficile d'attirer de vrais talents. Et trouver un patron de filiale qui soit techno, qui soit commercial, financier, voilà, qui ait la capacité de faire grandir une entreprise et finalement qui démarre avec peu de moyens et que vous allez finalement payer assez peu parce que vous n'avez pas les moyens d'aller débaucher quelqu'un d'une grande entreprise, eh ben, on a fallu qu'on fidélise ces gens-là. Et l'approche qu'on a mis en place, nous, ça a été de les intéresser au capital des filiales qu'on en a pu créer. Donc, tous nos patrons de filiales, ce sont les joint ventures, et les patrons de nos filiales sont actionnaires des filiales qu'ils dirigent. Et c'est le meilleur moyen pour finalement s'assurer qu'ils vont vraiment avoir à cœur
de développer à la rentabilité de cette affaire, et au-delà de là, de les fiabiliser, de les fidéliser dans l'entreprise. Je veux dire, au Brésil, par exemple, et ça, Eric pourra le confirmer, c'est très très dur de trouver un patron de filiale, c'est très difficile de le conserver. Vous voulez quelqu'un de polyglotte, de tous les talents, ils sont extrêmement chassés. Et s'il n'était pas nous, s'il n'avait pas eu une part significative du capital de la filiale, il y a bien longtemps qu'il nous aurait quittés. Voilà, donc pensez quand on s'implante dans un pays, pensez à long terme. Et finalement, au-delà de la techno que vous allez pouvoir amener, si vous n'avez pas les hommes en face pour développer le marché, pour le suivre, eh bien, ma foi, votre techno, elle ne vous servira pas à grand-chose. Donc, pensez également au capital humain. Alors, je vais redonner la parole à Luc parce que finalement, il nous a présenté cette belle grand-mère Régilet, mais il ne nous a pas dit comment, finalement, sur quoi il s'appuie, quel levier il actionne pour justement aller se battre sur un marché international parce que finalement, des producteurs de lait, il y en a un peu partout dans le monde. Alors, comment on fait pour prendre des parts de marché? Merci Serge. Je rebondirai aussi par rapport aux difficultés d'implantation en tant que coopérative. Notre outil industriel appartient aux coopérateurs, donc à l'agriculteur. Et donc, il n'est pas possible pour nous de créer des outils industriels et de les exporter. Donc, c'est une première difficulté. La deuxième, ça a été, et je réponds à ta question Serge, voilà, on a un outil technologique particulier, la granulation, qui donne un rendu produit dans la boisson gourmande. Et aujourd'hui, voilà, on a répondu à des opportunités sans vraiment se structurer. Voilà, la difficulté a été de prioriser. Voilà, on avait beaucoup de demandes sur ce marché, donc du McCafé, Nespresso, Starbucks, qui poussent dans le monde entier. Et donc notre technologie, le granulé, permet d'avoir une très belle mousse. Et notamment, je dirais à travers cette mousse-là, est apparu de nouveaux métiers, le métier des baristas. Vous savez, ce sont ceux qui font des jolies décorations au-dessus du lait, au-dessus du café, au-dessus du cappuccino. Et donc, voilà, la difficulté a été de structurer cette approche et donc de prioriser. Donc, première phase, c'était vraiment un peu l'Eldorado pour nous. Parce qu'en fait, c'est des choses que les sociétés nous demandent. Est-ce que vous pouvez couper? Merci de couper votre micro, madame, s'il vous plaît. C'est indispensable. Oui, c'est indispensable de couper le micro, on est bien d'accord? Avant que ce soit une question, peut-être, mais je ne sais pas, c'est peut-être pas le moment de la question. Non. Prendre une heure. Normalement, faire à distance, une heure et demie d'échange, en fait, pour présenter l'ensemble des choses. Je continue en espérant que vous m'entendez quand même. Pas fort. J'essaie de parler plus fort. Donc voilà, on s'est implanté dans 56 pays dans le monde, je dirais, par opportunisme. Et puis depuis 5-6 ans. C'est Madame M qui parle. Ah, Madame M, elle veut bien. Bon. Merci, Madame. Merci, Madame. Oui, donc on s'est implanté par opportunisme, par opportunité dans 56 pays du monde et deux grosses zones qui sont les États-Unis et la Chine, restaient pour nous difficiles à atteindre. On est présent dans, je dirais, par exemple, pour prendre l'exemple de la Chine, à Singapour, en Corée, au Japon. On n'a jamais vraiment réussi à rentrer en Chine, malgré tout, après avoir fait un salon il y a une dizaine d'années. Donc, on a choisi depuis 4-5 ans, ouais, je dirais 4 ans maintenant. Donc, on a vraiment réfléchi à notre stratégie à l'exportation. On s'est fait accompagner par deux organismes pour, d'une part, réfléchir à cette stratégie et puis deux, essayer de structurer notre démarche internationale. Et aujourd'hui, voilà, alors, on n'a pas encore les volumes parce que le Covid est arrivé, mais ça y est, on a identifié une centaine de distributeurs. Et demain, nous avons notre réunion importante à Saint-Martin-Belle-Roche, on est à Mâcon, au sud de la Bourgogne, pour essayer justement de lancer cette phase 2 suite à cet accompagnement que nous avons eu avec ce prestataire extérieur, qui fait partie des OSCI. Voilà, des OSCI. Des OSCI, je ne veux pas le citer aujourd'hui, mais voilà. Voilà, donc, une fois de plus, on retrouve de la techno quand même, puisque voilà, finalement, on dit de la poudre de lait, c'est de la poudre de lait. Ben non, c'est pas si simple que ça, comme très souvent. Ce qui paraît simple au départ, quand on commence à parler industrie, ça les gêne beaucoup moins. Donc voilà, il a fallu sans doute beaucoup de travail et de R&D là-dessus pour arriver donc voilà, à créer un produit innovant et également donc se faire accompagner par les OSCI. Je crois qu'on en revient tous là.
on peut être très bon dans son métier, mais on ne peut pas être bon partout, et donc il faut savoir s'encadrer et se faire accompagner. Alors, pour clôturer, il nous reste une petite dizaine de minutes. Stéphane, si tu avais un conseil à donner à voilà, un exportateur, une société qui souhaite se lancer, en 2 mots, tu lui dis quoi? Fonce! Alors, bon, je ne sais pas si. En tout cas, MEDEF International qui nous a beaucoup aidé parce qu'on a beau être un groupe important en France, on était tout de même des nains et on le demeure sur les marchés internationaux. Et MEDEF International, dans le cadre justement de l'organisation de déplacements souvent en phase avec les autorités publiques, déplacements de ministres, de premiers ministres, voire de présidents de la République. MEDEF International nous a beaucoup aidé à avoir une stature internationale ou institutionnelle dans les pays où on a souhaité se développer. Donc, je recommande bien évidemment MEDEF International, Philippe Gauthier et désormais Adepta en son sein. Merci Stéphane. Effectivement, important, hein, quand on arrive sur un pays, si on n'est pas connu, on arrive avec une bannière France, on arrive avec l'appui de MEDEF International, c'est tout de suite l'accès à des ministres, à des entreprises importantes, chose que jamais on ne peut avoir si on arrive tout seul dans le pays. Donc voilà, ça c'est une clé. Et c'est valable pour tout type d'entreprise et toute taille. Absolument. Hein. Parce que Oui. la chasse en meute, si je puis dire, comme le font nos amis allemands notamment, c'est un élément important. On est bien d'accord. Antoine, si tu avais un conseil à donner à un exportateur. Ce que vient de dire Stéphane, c'est vraiment ça. Nous, on l'a vécu. Alors, moi, aujourd'hui, le MEDEF, on est parti en start-up, donc c'était plutôt la French Tech, mais c'est le même mécanisme, être représenté dans des conférences internationales, être en groupe et représenter la France auprès d'investisseurs internationaux avec un label, effectivement, qui est fort, qui est connu maintenant et reconnu en termes d'inventivité, d'ingénierie et d'innovation. Donc effectivement, pour tous les entreprises, quelle que soit leur taille, il faut oser sortir finalement de ces sentiers battus. L'opportunité avec la crise de Covid rebat beaucoup de cartes et donne beaucoup justement d'opportunités, notamment dans le monde de l'agroalimentaire, pour exporter du savoir-faire, à la fois des équipements, mais des produits, et pour contribuer aussi à renforcer la souveraineté alimentaire de beaucoup de pays qui sont en demande. Et donc nos briques technologiques et nos produits peuvent vraiment y contribuer. Et nous, on le voit dans beaucoup de discussions. Je pense que toute la France a vraiment tous les atouts en fait de toutes les filières, hein, notamment des végétaux aux animaux, les boissons, les aliments, les équipements. Enfin, on a vraiment et la recherche derrière académique qui soutient et la formation. Donc on a de quoi proposer des services complets, Oui, des packages complets à des États. On le voit dans la zone de la péninsule arabique, à Singapour, Malaisie. On voit sur voilà, un certain nombre de pays en Amérique latine, la LATAM, et qui sont, et en Afrique aussi de l'Ouest, des vrais besoins, justement, de structurer le profil agroalimentaire où on a toutes les briques, et donc il faut vraiment faire ensemble, montrer qu'on fait partie d'un tout, et après avoir finalement beaucoup d'audace, pas de limite, entre guillemets, faut pas comment dire, laisser que les Américains et les Chinois, effectivement, être très proactifs. On a tous les savoir-faire et les talents pour être aussi forts et s'implanter aussi durablement dans beaucoup de territoires en fait. On est bien d'accord, merci beaucoup. Donc n'ayons pas de complexe. N'ayons pas de complexe, on est un beau et grand pays, on a les moyens et je retiens aussi de ce que tu dis d'arriver avec une offre cohérente. Quoi. Pas arriver avec un bout de la solution, mais arriver un peu comme le fait Stéphane, hein, arriver avec l'ensemble de la solution et pas simplement un petit morceau. Donc c'est tout l'intérêt, soit on l'a in-house la solution, mais c'est rarement le cas. Donc voilà, il faut savoir nouer des partenariats, des associations, des joint ventures et voilà, savoir travailler ensemble. Un conseil, Luc, toi qui es un exportateur avisé. Non, nous, je vous rappelle, on n'est pas si grand que ça, on est petit. Hein, voilà, j'aurais 2 conseils. Le premier, je rejoins Stéphane sur le terme de chasser en meute. On l'a fait par le passé, voilà, c'est un peu notre travail aujourd'hui. On recherche, nous, alors pas forcément une meute avec de l'entre-soi où on se retrouve et où rien n'avance, mais c'est vraiment des entreprises un petit peu connexes sur lesquelles on peut échanger sur des problématiques, sur des pays, alors pas forcément sur des clients, hein, évidemment, cohérence oblige, hein, mais voilà, c'est les savoir-faire, les bonnes pratiques.
des best practices. Ensuite, le deuxième point, c'est les clients. On a eu de la chance, nous aussi. C'est peut-être un conseil que je donnerais, c'est de s'appuyer sur des grands comptes. Nous, on est petits, une toute petite équipe à l'exportation. Donc, c'est vrai, certes, le monde à nos pieds, mais par où commencer? Peut-être aussi essayer de cibler, je dirais, catégoriser nos clients. On a des clients qui ont des moyens beaucoup plus importants que les nôtres, qui ont des équipes dans le monde entier. Alors, la confidentialité m'oblige à ne pas les citer, mais des grands groupes internationaux qui ont perdu le savoir-faire du lait et qui se sont tournés vers nous. Et bien évidemment, ça a contribué pour nous à un véritable effet de levier dans le monde en bénéficiant des équipes commerciales de ce client, ou de ces clients. Voilà. Donc la meute et peut-être quelques grands comptes qu'on peut dénicher. La chance existe. Très bien. Et elle sourit surtout aux audacieux. Si on reste, voilà. Les bateaux qui sortent jamais du port ont peu de chances de revenir avec les cales pleines. Voilà. Alors moi, je donnerai 2 conseils. Le premier, c'est la compétence et le deuxième, c'est la persistance. La compétence, l'export, c'est dur. Hein. Et si vous avez du mal sur votre marché national et vous trouvez que vous êtes un peu à la traîne sur vos concurrents, n'allez pas à l'export. Hein, aller à l'export, c'est rentrer dans le grand bain tout de suite avec des concurrents internationaux structurés, costauds. Donc, soyez compétents, ayez une offre solide, travaillée et validée. Voilà, ça c'est le premier point. Travaillez l'offre et soyez compétents. Embauchez des gens dont c'est le métier, des experts. Deuxième point, soyez persistants. Comme disait Luc, on peut avoir de la chance, mais on l'a rarement du premier coup, ça vient, voilà. Donc, il faut avoir un plan. Il faut que ce soit un engagement complet, une vraie volonté des dirigeants de l'entreprise ou du dirigeant de s'internationaliser avec un plan, un business plan, travailler avec des professionnels. Et une fois de plus, on peut avoir des appuis. Voilà, vous connaissez sans doute l'assurance prospection COFAS, par exemple. Chez Eurogerm, il y a 20 ans, j'ai démarré l'international avec une assurance prospection COFAS. Voilà, on n'avait pas les moyens. Oui. Oh, pardon, c'est BPI. Merci de me prendre. Voilà, assurance prospection BPI. Voilà, j'ai démarré avec ça il y a 20 ans et ça nous a mis le prix à l'étrier. Ça nous a permis, voilà, on a pris le risque. On a pris le risque. Et si ça n'avait pas fonctionné, on ne mettait pas l'entreprise en danger. Alors, heureusement, ça a fonctionné, tant mieux. Autrement, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, on a à peu près fait le tour. Si on a 3 minutes pour des questions. S'il y en a qui souhaitent nous interroger, la parole est à vous. Alors autrement, je pense que si vous ne voulez pas poser vos questions, peut-être pour des raisons de confidentialité directement, il y a moyen, je pense, de les faire passer par email en écrivant à qui on s'adresse à... Dites-nous. On peut s'adresser, vous pouvez envoyer vos questions à, je vais donner mon adresse, ADG, comme délégué général, @osci.trade. Voilà. Voilà. C'est juste de lettres, hein, déjà. @osci.trade. Voilà. Voilà. Commerce. Donc nous les partagerons. Très bien, merci beaucoup. Donc dg@osci.trade. Voilà. Écoutez, il me reste à remercier tout d'abord les intervenants qui nous ont fait le plaisir et l'amitié de venir partager ici leur expérience et nous donner leurs sages conseils. On les remercie beaucoup et on leur souhaite de grandes réussites export et ainsi qu'à tous ceux qui ont bien voulu prendre de leur temps précieux pour nous écouter. J'espère que ça vous a ouvert des voies, donné des idées et au plaisir de se retrouver pour des opérations de ce genre. Voilà. En vous remerciant et en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Au revoir à tous.